après m'être fait insulter de ceci, de cela par les uns et les autres, après avoir fait pendant 28 ans des soins infirmiers. Avant d'être infirmier, j'étais laborantin. J'ai jamais exercé parce que c'est pas un métier qui me passionnait en soi, c'était la relation humaine qui m'intéressait. Mais par contre, j'ai gardé les compétences qui, elles, m'intéressent ce sujet-là ce soir. Je veux aborder le sujet des injections dites géniques, dans lesquelles il y a des choses assez surprenantes et on est très très loin d'un vaccin classique. Pour ces observations, j'ai été aidé de quelqu'un de formidable qui s'appelle Guillaume, qui est à côté de moi, qui est naturopathe, mais aussi, je vais te laisser te présenter. Je suis naturopathe effectivement depuis une dizaine d'années. Je suis tombé dans le chaudron des plantes quand j'étais tout petit. Et puis j'ai travaillé dans la communication, dans la publicité, dans le marketing, et puis pour une agence publique de l'emploi, toujours dans la communication. En tant que chargé de communication, j'ai créé des événementiels, des formes de l'emploi. J'ai été aussi licencié de cette boîte après 18 ans de carrière, en pleine pandémie. Et ça m'a laissé du temps pour pouvoir faire le travail qu'on va vous présenter ce soir. Donc, outre mes compétences de naturopathe et de soignant, j'ai aussi des compétences plus en informatique, mais plus tournées vers le graphisme, l'infographie, multimédia et tout ce qui est associé avec la communication qui va avec. Donc, ce qui s'est passé, c'est que moi, quand je n'ai pas pu travailler, j'ai vendu ma maison, que je venais de rénover. Une jolie petite maison en bordure de forêt. Je suis père de deux enfants. Il a fallu que j'achète un camping-car pour survivre, voilà, qui s'appelle le Nautilus. Et on a acheté un microscope suffisamment puissant, de bonne qualité. Et Guillaume a bien sûr financé ça aussi pour acheter une caméra HD pour observer, filmer, enregistrer et photographier. Donc on a réalisé deux films. Je ne sais pas si quel est le nombre de personnes qui en ont vu au moins un des deux, Nextdose. D'accord. Très peu de personnes ont vu la totalité de nos travaux. Nextdose 1, on l'a sorti le 11 septembre 2022. Oui, on a mis à côté là. C'était un petit clin d'œil avec certaines théories complotistes, vu qu'on nous traitait nous-mêmes de complotistes. On a joué le jeu jusqu'au fond. Donc le premier film, il est sans voix off, c'est vraiment que des images. C'est comme si on se mettait derrière un microscope et qu'on observait en temps réel les injections. Ou vous verrez après le protocole. Et le sous-titre, c'est « Où sont passés nos scientifiques ?» C'était bien sûr pour titiller la communauté scientifique et leur demander de faire leur boulot. Le vrai but de ce film, ça a été vraiment d'alerter la communauté scientifique et de se dire, après, ça faisait quoi 9 mois, 10 mois, 1 an presque de vaccination entre guillemets. Il n'y avait absolument rien, ni personne qui mouftait en France. On parlait que d'ARN, de vaccins et on allait être tous sauvés. Sauf que nous, dès le 2e mois du début des injections, on a constaté des choses très lourdes, notamment au niveau de la pharmacovigilance et des effets secondaires. Il faut savoir que en 40 ans de vaccination, tout vaccin confondu, on avait plus d'effets indésirables avec les 4 vaccins en 2 mois. D'accord ? Tellement plus que ça nous a alertés dès le début. Donc au début, c'était les personnes âgées qui étaient injectées avec ces vaccins, entre guillemets. Donc nous, très rapidement, on s'est dit, il se passe quelque chose qui n'est pas normal, et il va falloir qu'on regarde de près ce qui se passe. Pour ma part, moi j'étais responsable d'une quinzaine de patients Sébastien que je suivais au quotidien. Avant injection, j'ai pris d'entrée la responsabilité de mettre la patientèle sous vitamine D, vitamine C et zinc. 0 cas Covid en 2 ans. 0. Lorsque la vaccination est arrivée, enfin, l'injection est arrivée, j'ai eu sur 15 patients 2 hospitalisations pour myocardite, insuffisance respiratoire ayant engagé de l'oxygénothérapie à domicile, et 2 patients qui sont décédés, de la même façon tous les 2. Donc là, forcément, il y a quelque chose qui ne va pas. En plus, comme on faisait partie de Réinfo Covid, qu'on remercie réellement pour leur travail et leur collaboration, on a compris qu'il y a des éléments atypiques qui se produisaient. Les patients qui étaient injectés présentaient des phénomènes de magnétisme. Donc je l'ai testé sur évidemment la patientèle et les gens qui étaient injectés présentaient effectivement du magnétisme. On pouvait y mettre une clé, pour certains un portable.
poids d'un portable, c'est quand même assez conséquent, mais le portable collé. Donc quand on observe ce genre de choses, on dit là il y a vraiment souci. Et dans la foulée, dans les semaines qui ont suivi, on a compris que les patients qui étaient injectés émettaient des adresses MAC. Les adresses MAC sont des adresses Media Access Control. Donc tout cela relève plus de l'informatique que du soin. Du coup, ça a été assez simple et assez facile pour nous de dire il faut qu'on sache ce qu'ils ont injecté. Et pour ça, bien sûr, pour moi, c'était assez facile d'obtenir des doses. Ça a été plus difficile d'obtenir un microscope, mais j'ai vendu ma maison, j'ai acheté un microscope, on a acheté un microscope, et on s'est lancé. 3 heures par jour pendant 9 mois de travail, d'observation, de coloration, de compréhension, on n'y est toujours pas. Hein, ça, on a quelques éléments de compréhension, mais effectivement, c'est très difficile d'interpréter tout ce qu'on observe, tellement ça dépasse notre entendement. Quand on parle du magnétisme au point d'injection, il faut savoir que n'importe quel être vivant sur Terre a de l'électromagnétisme en lui, c'est connu, c'est sûr. Il fonctionne par de l'électromagnétisme, des influx nerveux, etc. Par contre, c'est tellement en bas grade, en bas de bruit, c'est tellement faible qu'on n'est pas aimantable, on n'est pas des frigos, on n'est pas des aimants. Rien ne doit coller à un tropo qui soit de l'ordre d'un matériel ferreux ou magnétique comme un aimant. Donc ça nous a vraiment interpellés. Du coup, on s'est dit, bon, s'il faut qu'on regarde, on va le faire correctement, on va essayer de suivre un protocole, de définir une méthodologie. Elle est discutable, elle n'est pas professionnelle au sens scientifique, on en convient. Ce ne sont que des observations. D'ailleurs, on se refuse à faire toute interprétation de ce qu'on voit. La seule interprétation que vous entendrez faire, c'est concernant cette photo qui est là-bas, on en parlera, mais parce que ce n'est pas nous qui l'avons interprétée, ce sont des chercheurs qu'on a réussi à coopter dans notre aventure et qui se sont prêtés au jeu pour regarder tout ça de près, avec une bécane beaucoup plus grosse que la nôtre. Hein. Nous, on est à peu près à 6 000 € le microscope, eux, ils sont à 1 million d'euros. On ne joue pas dans la même cour. Mais ils ont eu le courage de dire bah, envoyez-nous des échantillons et on regarde tout ça de près. Et ils ont été extrêmement formels sur ce qu'ils ont observé, mais ça on le verra en temps voulu. On vous dira ce qu'il en est exactement. Voilà. Après avoir fait ce premier film, juste pour terminer, après on va enchaîner, on a réalisé une Exos 2 pour aller un petit peu plus en profondeur. On voulait vraiment voir déjà les 4 types d'injections géniques. Donc on a 2 vaccins OGM et 2 vaccins ARN messager. Donc on a complété nos observations avec l'ensemble des 4 injections sur Nexos 2. On a voulu le rendre plus abordable au grand public parce que le but c'était aussi d'informer au maximum le grand public. C'est difficile d'aborder des observations au microscope sans avoir on va dire, d'animation et d'explication un petit peu orale. Donc dans Nexos 2, on a du coup beaucoup plus explicité ce qu'on a observé. Voilà. On va pouvoir commencer, je pense, par la première vidéo. Alors voilà, là on vous présente simplement le microscope qu'on a utilisé. C'est un microscope de Zeiss, c'est une Monstar 3, trimoculaire. Le grossissement peut aller de 40 à 1000 fois. On a après, en plus la caméra, qui peut faire un grossissement de 1,5 à 2,5. Donc en gros, on peut faire à 2000-2500 fois. Ce qui permet d'observer en général tout ce qui est de l'ordre du micromètre, 10 puissance moins 6. D'accord ? Donc nous on est parti du principe que sur au moins les 2 injections ARN messager, on est sur de l'ordre du nanomètre. Ce sont des nanoparticules lipidiques. Donc nanomètre, ça veut dire 10 puissance moins 9. D'accord ? Logiquement, quand on regarde avec notre microscope du micromètre, on ne peut pas observer du nanomètre. Donc quand on observe un flacon d'un des 2 vaccins ARN messager, on ne doit rien observer du tout. D'accord ? Si on observe des choses, on doit observer de minuscules petites billes de nanoparticules lipidiques. Et encore. Et encore, normalement, on ne peut pas les observer. On peut passer à la suite. Le protocole, il est simple. Tu veux l'expliciter ? Alors, le protocole, on a décidé de faire un petit peu comme le Vidal fait finalement. Quand ils annoncent une molécule, ils annoncent la molécule in vitro, c'est-à-dire quand elle est testée hors organisme humain, et in vivo quand elle est testée dans l'organisme humain. On a fait la même chose. À l'état pur, in vitro, c'est-à-dire dans un tube à essai, on prend du sang de quelqu'un qui l'ont injecté, on injecte dans le tube, et puis on regarde ce qui se passe au niveau des cellules. Et ensuite, in vivo, c'est-à-dire qu'on fait le prélèvement directement sur le doigt d'un patient injecté, et on regarde son sang à lui. C'est quelque chose qui nous semblait cohérent, assez simple à faire, abordable.
et qui permettait de voir les différentes étapes de ces injections. On peut passer à la suivante. Donc voilà, là on va démarrer les observations. Toutes les prochaines vidéos vont être des observations faites sur les flacons purs. D'accord? On n'a que du vaccin en pur. Parfois il est pur, vraiment c'est uniquement une goutte du flacon qu'on a posé sur la lame pour observer. Parfois on a rajouté quelques colorants ou quelques colorants de contraste. On va rajouter du contraste. Du contraste. Tout simplement. Parce qu'on est dans l'infiniment petit, la lumière a un rôle fondamental, et parfois la lumière, il faut savoir jouer avec pour rajouter du contraste sur ce qu'on observe. Ouais. Tu peux démarrer. Voilà, alors. Non, reviens, maintenant. En fait, clique sur la fenêtre. Merci. C'est une des premières observations où on remarque ce genre de choses. À savoir donc un corps qui semble cellulaire. Là, vous avez ce qui ressemble typiquement à une cellule avec une membrane autour. Et ensuite, vous avez une quelque excroissance qui est en train qui va pousser en moins de 5 minutes. Une excroissance qui se développe comme ça en si peu de temps, ni dans le monde végétal, ni dans le monde animal, a priori, à ma connaissance, ça ne se trouve. Sauf que là, ça se trouve. Et en plus, c'est dans une injection. Donc c'est un petit peu surprenant. Vous avez beaucoup d'éléments qui sont en mouvement. Hein. Les mouvements répétés, ce sont des mouvements browniens. C'est lié à la température et à la lumière qui est envoyée. On a un flux qui va de bas vers haut. Parce qu'on est dans un liquide. Oh. Donc ça c'est normal. Et on a cette croissance que vous pouvez remarquer qui est là. Et un élément qui vient se greffer et se fixer non loin de la cellule. Alors qu'il y a un flux liquidien. Il s'arrête. Ah oui, ça arrête. Et là, c'est extrêmement surprenant, parce que logiquement, ça devrait continuer à bouger. En plus, c'est un élément très rectangulaire, absolument pas dont on reparlera. classique de la nature. Vous voyez déjà un élément un peu surprenant. Ça fait partie des premières observations. Où nous, on est assis derrière un microscope, on observe ça, on pense à nos familles, on pense à nos proches, on pense aux enfants. Et on dit, il y a vraiment un truc qui se passe qui n'est pas tout à fait ordinaire. Voilà. On peut passer à la suivante. Et c'est pas tout, hein. On n'a pas fini, vous allez vraiment rester assis parce que... On est dans le vaccin là. Hein. On est dans le vaccin pur. Parce que Injection génique numéro 2. L'organisme cellulaire dans un vaccin. Oui, bonne question. C'est ça? Bonne question. Bon, okay. Voilà. En toute logique, on ne devrait pas observer d'organismes biologiques dans les vaccins. Voilà. Ils sont censés être neutres, et en plus, comme on le décrit, là ça fait partie des 2 vaccins ARN messager, on est censé avoir uniquement des nanoparticules lipisiques, en gros des boules de graisse à l'intérieur de laquelle il y aurait de l'ARN messager. Donc là, soit c'est un défaut de fabrication, soit ça a été rajouté volontairement. Le problème, c'est qu'on observe régulièrement des éléments de type organique. Donc, on peut faire une erreur une fois, mais quand on l'a fait quasiment tout le temps, ça devient compliqué. On pourrait nous dire que c'est nous qui avons contaminé l'observation. Toutes ces observations sont faites sur des lames et lamelles neuves, prélevées dans les tubes qui sont scellés au départ, la plupart du temps. Parfois non, parce qu'on avait eu des échantillons, des fins d'échantillons. Mais en tout cas, prélevés avec des aiguilles et des seringues neuves. Contamination à ce degré-là, ça paraît peu probable. Tu peux lancer la deuxième vidéo? Ouais. Ah, pas celle-là. La précédente. Voilà. Il faut cliquer dessus. Ok. Ouais. Alors le sac que vous voyez au centre, ça c'est une visée du microscope. Hein. On peut l'enlever ou s'en servir, ça dépend des fois. Je clique n'importe où. Ouais. Voilà, on fait oui et on avance. Ah, c'est qu'il est passé derrière. Je sais pas si vous voyez. Ah, il est derrière. Vous spécifiez pas la marque du vaccin ainsi. Non, parce qu'on ne voulait pas avoir trop de problèmes, vous en doutez. Alors on pourra en parler librement parce que maintenant tout le monde en parle librement. De toute façon, c'est soit Moderna, Pfizer, compagnie. Pour vous donner une idée, Moderna, le flacon Moderna, il est blanc, blanc laiteux. Tous les autres sont transparents, cristallins. Moderna est blanc laiteux. C'est certainement celui qui a le plus révélé certaines choses. Donc là, on a une structure ovoïde, ce qu'on appelle une structure ovoïde. On peut observer qu'il y a un petit plat en haut et en bas. On appelle des bouchons.
Alors comme je suis laborantin, moi les observations de parasites, j'ai quand même la mémoire vive, et je me rappelle qu'il y avait des éléments parasitaires qui ressemblaient à ça, notamment les œufs d'oxyure. Vous savez, ceux qui grattent les fesses des enfants. Ça m'a fait de suite penser à ça. Et là, on les retrouve par paire, qui sont collés l'un à l'autre. Alors bien sûr, il ne s'agit pas d'œufs d'oxyure, hein. Ici aussi. Enfin, je crois pas. Vous en avez un ici aussi. Non, je suis sûr de rien. Je suis sûr de rien. Par contre, il se passe quelque chose, quoi. On a des œufs de quelque chose. Donc la question, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut faire évoluer ce truc-là. Le hasard nous a aidés. Le hasard nous a aidés parce qu'en fait, j'ai préparé mes lamelles, on a observé, etc. Et puis, en rangeant mon matériel, j'ai oublié une lamelle sur la paillasse. Ça doit rappeler des souvenirs à certains. Mais le hasard a vraiment voulu ça. Et quand le matin, je suis venu pour regarder tout ça, tiens, j'ai oublié une lamelle. Ouais. Soyons curieux. Évidemment, j'ai mis sous microscope. Et on a retrouvé, on va vous faire voir sur la vidéo suivante, voilà. Les œufs n'y étaient plus. Mais c'est bon, c'est bon. Donc ça, c'est le lendemain. Alors c'est vert parce qu'on a mis un colorant vert pour faire ressortir certaines choses. Hein. Enfin, c'est pas un colorant, c'est un filtre. C'est un filtre, en fait, c'est juste un petit bout de plastique de couleur verte qu'on met au-dessus de la lumière, qui nous permet en fait de moduler un peu le contraste. On n'a pas rajouté de colorant dedans. Ces observations sont faites sur une lamelle spéciale qu'on appelle la lamelle de Malassez, dont j'avais l'habitude de me servir quand j'étais étudiant en laboratoire, parce que ce sont des vieilles lamelles qui permettent de compter. Elles ont un quadrillage à l'intérieur et ça permet de compter notamment les globules blancs et les globules rouges. À l'époque, on faisait un comptage visuel. Maintenant, c'est des automates qui font ça. C'est pour ça qu'en fait, là, on a mis le quadrillage 50 micromètres par hauteur de ligne. Donc vous allez voir, vous avez une ligne ici, une ligne là. Une ligne vraiment verticale, ça fait partie de la cellule de Malassez. Donc c'est en gros, c'est la lame sur laquelle on va poser. Mais on observe une mégacellules ici et des petites là. Et donc là, on a 50 micromètres entre deux lignes. On peut démarrer. On peut démarrer, ouais. Et on veut faire voir qu'elle n'est pas toute seule cette cellule. Donc là, on voit qu'il y a déjà une cellule qui est compartimentée. Avec une belle activité dedans. Ça, c'est la transformation des œufs qui sont devenus comme ça. Alors, on ne veut pas interpréter, mais c'est possiblement ça pourrait être ça. On sait juste qu'on retrouve ça quand on laisse le truc à température ambiante. Et les œufs avaient disparu. Et les œufs n'apparaissent pas. On n'a pas retrouvé. On n'a pas retrouvé. Donc, on a différentes tailles. Vous avez un petit, un moyen, un grand. Ici, un moyen et un autre moyen. Donc, effectivement, ça semble être une évolution d'un organisme qui est en train de croître et de se diviser. Et on est toujours au conditionnel. Mais là aussi, on ne peut pas vraiment être sur le type d'organisme que ça serait, ni si c'est un organisme connu ou si c'est quelque chose de synthétique. Donc, quand on a découvert ça, on a dit on va pousser le truc un peu plus loin, on va laisser la soupe se préparer un peu toute seule. Et bien sûr, on arrive sur la vidéo suivante où là, voilà. Là, ça a été compliqué pour nous de se dire, ouais, ok, on a bel et bien affaire à un parasite. Nous voyons une structure dynamique évoluant sur l'aspect parasitaire, constituée de son corps, de son flagelle et de son spicule. Il est tout en haut. Un très long flagelle qui a la possibilité de grandir ou se réduire. En l'espace de quelques minutes. Notez la longueur du flagelle qui s'est considérablement agrandie. Voilà, on a un petit peu recherché ce qui pouvait être similaire à ça en termes de parasitologie. On est tombé sur le parasite de la maladie du sommeil. Ouais. Des fois, on se demande pourquoi les gens sont endormis. Non, mais c'est étonné. On dit ça, on dit rien. Après, effectivement, ça y ressemble au niveau du corps, au niveau du
flagelle, en général, c'est plus court. Donc, Le seul truc, c'est que ça mériterait d'être la croissance de cet élément-là, à cette vitesse-là, ça c'est pas de l'ordre du biologique pur. Donc on se doute que quelque part il y a eu des associations, enfin on a l'impression en tous les cas, des associations assez atypiques entre le biologique, le synthétique et le minéral. C'est un peu difficile à... Ouais, on a eu du mal aussi. Hein. C'est une des conclusions possibles, après on n'est pas dans l'absolu, et c'est bien pour ça qu'on sollicite les scientifiques pour nous mettre tout ça à jour, pour nous découvrir ce qu'il en est exactement, précisément. Nous on n'est que des gens qui ont la curiosité de regarder les choses, mais il faut vraiment des gens sérieux s'y planchent, vraiment. J'espère que ça va en tout cas, et ça commence à venir. On aimerait qu'il y ait des parasitologues qui puissent reproduire les travaux et puis essayer d'interpréter ce qu'on observe, pour avoir plus d'informations. Pour envoyer le suivant. Merci. Enchaîner. Alors, Je te le laisse. Ça, c'est un élément très étrange. On peut démarrer la vidéo. Alors, bon. On a une sorte de tête, on va dire, et de longue queue. En bas, vous pouvez voir qu'elle a été cassée. D'accord. Elle est fragmentée. Donc, on peut constater que ce n'est pas quelque chose de biologique. Hein. C'est certainement quelque chose de synthétisé. Et de fragile, du coup, qui peut se casser. Dans la littérature scientifique, cette structure ressemble énormément à ce qu'on appelle des swimmers. Les swimmers, ce sont censés être des micro-robots qui vont aller être téléguidés dans un endroit spécifique du corps, pour aller, par exemple dans un organe, pour aller délivrer un médicament. Voilà. C'est ce qui se rapprocherait le plus de ce qu'on observe ici. Maintenant, je le mets au conditionnel, parce qu'effectivement, nous n'avons pas les compétences pour pouvoir être ferme et définitif là-dessus, mais en tout cas, on est bien d'accord que ça n'a rien à voir avec une nanoparticule lipidique. Et c'est Moderna On n'aime pas trop dire qui est qui. Ça fait partie de vaccin ARN messager, injection génique. C'est la numéro 2. Donc celle-là, c'est Pfizer. Donc voilà. Je vous laisse à vos interprétations, à vos recherches. Je sais que plusieurs personnes dans le monde ont fait des recherches. Il y a d'autres laboratoires qui ont retrouvé exactement le même type de structure, notamment en Allemagne, dans le sang directement de personnes qui étaient injectées. Donc c'est pour ça que je me permets de dire que c'est probablement un swimmer. En tout cas, c'est un élément étranger qui serait ni métallique ni synthétique. Maintenant, il faudrait vraiment l'analyser avec plus pour avoir plus de certitude. AstraZeneca, c'est ARN? Non, c'est un vaccin à adénovirus. On peut passer à partie suivant. des vaccins à OGM. Alors pour le genre du vaccin, enfin, dans des injections pures, on va observer des éléments de structure géométrique. On peut envoyer. Une structure géométrique susceptible Assemblée ou pas, de structures polymorphes d'aspect géométrique. On retrouve une grande activité sur le champ microscopique. Les mouvements répétés que l'on observe sont typiques des observations microscopiques. On les appelle les mouvements browniens. Tout ce que vous voyez, petite bille qui D'autres bouge, mouvements, notamment celui du flux, elle bouge à cause de la chaleur. en fait, on travaille dans un milieu liquide. et le flux, plus les petits mouvements répétés. Ça, c'est une seconde Là observation encore, sur le même on relève les mouvements browniens et les mouvements liquidiens en plus de réfringence, c'est-à-dire que la lumière a une caractéristique particulière et est renvoyée de façon singulière. Là. Ici, on retrouve une forme géométrique assemblée à un filament en boucle, lui-même équipé de deux éléments réfringents.
Oui, ça fait penser un peu à la fibre optique. Hein. Donc c'est pas très très net, désolé. Mais ça fait penser à, ça veut bien dire que c'est. En tous les cas, rien à faire dans un. On constate vraiment là des structures de l'ordre du micromètre qui sont dans un milieu liquidien et qui restent visibles. Donc toutes les personnes qui me disent mais les petits carrés qu'on voit dans les injections c'est du chlorure de sodium, donc en gros du sel, c'est une vraie connerie. Si vous mettez un grain de sel et que vous rajoutez quelques gouttes d'eau, il va fondre en moins de 10 secondes. On l'a fait, on a filmé ça. Et il ne restera plus rien. Par contre, effectivement, si vous refaites sécher, s'évaporer tout le liquide, vous retrouverez des cristaux qui n'ont absolument rien à voir avec ce qu'on observe ici. Ce sont des cristaux en pyramide. Donc la théorie des grains de sel, il faudra trouver une autre. J'en parle pour les médias aussi qui aiment bien essayer de débunker les vidéos. Voilà. On peut passer à la suite. Je vais enchaîner. Une autre structure qu'on a observée, c'est celle-ci, assez fréquemment. Qui a été retrouvée par d'autres observateurs. Voilà. Les autoroutes, on appelle ça des autoroutes entre nous. Des autoroutes avec parfois des bifurcations, des doublons, et puis des surprises au bout. Des surprises surprenantes qu'on a fini par appeler des morulas. Morula, c'est comme la mûre, c'est un regroupement en touffes d'éléments. Voilà, voilà une morula. Alors, on a mis un peu de nigrosine qui est un colorant, c'est pas un colorant, c'est un révélateur de structure, comme un peu un fond sombre hein, en fait. C'est de l'encre de Chine, hein, pour info. Pas plus que moins. Pas plus, pas moins. Par contre, cette coloration-là, elle est utilisée depuis 70-80 ans. Moi, c'est dans mes bouquins de microbiologie que je l'ai trouvé. Ils me disent ah oui, c'est vrai qu'on peut utiliser la nigrosine. Utilisant la nigrosine, ça permet de faire comme un fond noir, donc d'être un révélateur sur la structure des éléments. Parce que c'est vrai qu'après, on a énormément d'éléments qui sont semi-transparents et où on a du mal à vraiment bien voir les contours et un petit peu à définir à mieux les révéler. Avec les colorants, c'est quand même intéressant. On va enchaîner. La suivante, ouais. Ah voilà, ça c'est un élément libre dans une injection pure, sans colorant, aucun colorant. On a bien sûr été interpellé par cette structure. On en a parlé avec des scientifiques de haute volée qui ont dit que c'était possiblement du latex, parce que parfois le latex peut être utilisé comme véhicule de charge. On le charge avec des éléments, et quand on le met dans un milieu où il peut se décharger, il se décharge. C'est comme ça qu'on peut faire véhiculer plusieurs éléments. Et on peut envoyer la vidéo. Et c'est ce qu'on va voir, en fait, c'est possiblement une structure de latex, de micro-latex, hein, ça va jusqu'à des 6 micromètres. Hein, L'observation après l'ajout d'un fluide de contraste et là, on le voit relarguer. nous a permis d'observer cette structure circulaire, Il y a un flux qui part. sans relarguer des éléments figuratifs. Notez le flux de relargage important en bas de la structure. Et la nature des éléments relargués, hein, c'est un peu atypique, mais ça correspond à ce qu'on avait déjà vu par le passé, vous l'avez remarqué, avec des éléments, avec une réfringence, avec une structure un peu comme ça, géométrique, ronde, carrée, en bâton. Là, par contre, on n'a aucune explication à ce jour, sinon que possiblement ça pourrait être des billes de latex contenues dans les injections pour relarguer des éléments de nature microscopique. Donc là, on est bien, on revient vite fait en arrière. Pour ceux qui voudront voir les films après pour mieux se repérer, on a changé de type de flacon. On est sur un des deux vaccins à ADN recombinant. Donc les vaccins AOGM. D'accord ? Ils ne sont pas de l'ARN messager, c'est les deux autres. Donc ça permet aussi de, si vous voulez vous repérer, de savoir. Cette bande sur le côté permet de vous repérer dans ce qu'on regarde. Parce qu'en rouge, on est sur du pur avec l'injection ADN recombinant. À chaque fois, comme ça permet de descendre et de voir ce qu'on regarde. Pour pas trop se perdre dans les observations. On peut envoyer la suivante. Alors celle-là, bon, on l'a mise là. On l'a pas diffusée dans les films. On l'a jamais diffusée dans les films parce que ceux qui n'aiment pas les asticots, ils vont être servis. Voilà.
Donc en plus c'est avec de la nichrosine, c'est pour ça que ça fait du noir. Mais par contre ça fait ressortir beaucoup d'éléments qui ont un aspect comme ça un petit peu en asticot. On voit en plus que ça bouge, hein, ça se mobilise. Alors est-ce que c'est l'effet de la chaleur de la lumière qui fait ça? Est-ce que c'est autre chose? Ben, probablement pas, parce qu'après quand on observe in vitro ou in vivo, on les retrouve ces structures filaires. Et on les retrouve en mouvement. Là, elles n'ont juste pas le support biologique pour exister pour de vrai, elles sont inertes, mais lorsqu'elles sont injectées à du sang, on retrouve ces structures filaires qui sont en mouvement. Alors bon, mettre ça sur un film, c'est toujours un petit peu... Déjà, c'est compliqué quand même, jusqu'ici. Là, on s'est dit, attends, si on fait ça, ça va être panique à bord. Bon, vous voyez comme il y a quelques mouvements, mais moi, comme ce sont des mouvements répétés et réguliers, je les attribue plutôt à la lumière et à la chaleur du microscope qu'à un mouvement autonome. Mais je dis ça, vous avez vu tout à l'heure sur l'exemple du parasite, c'est pas la chaleur du microscope qui a fait que ça grandit, que ça se réduit, que ça fait n'importe quoi. C'est que manifestement ces éléments-là sont aussi livrés à leur propre existence, ont leur propre autonomie de mouvement. Alors là, on pourrait considérer que c'est un zoom de l'élément enveloppe qu'on a vu tout à l'heure en haut des structures uniformes. Maintenant, on ne peut pas vous dire de quoi c'est composé, même si ça ne semble pas très naturel. Ça va pour tout le monde? Ça va? Vous avez vous aussi des membres de votre famille qui ont été injectés, ou peut-être même vous-même, et vous posez des questions, et voilà, mais nous on ne fait qu'apporter des observations. On va passer à la dernière vidéo des injections pures, et donc là c'est le travail de nos deux collègues chercheurs qui sont spécialisés quand même dans la chose. On ne peut pas bien sûr le citer, on ne peut rien dire, on est bien d'accord. Et voilà, on trouve nos éléments géométriques, parfaitement géométriques, allant jusqu'à 150 micromètres de grandeur. Alors c'est énorme du point de vue microscopique, oui, par contre ça passe tout à fait dans le chat d'une aiguille. Il n'y a pas de problème. Hein. Le chat d'une aiguille c'est l'ordre du millimètre, puisqu'on voit le nu. Là, c'est l'ordre du micromètre, vous en passez 1000 fois comme ça. Donc quand on nous dit non, mais les puces ça passe pas dans une aiguille. Regardez la quantité d'éléments qu'il y a. Et en fait là c'est un zoom. Alors quand les chercheurs ont mis ça sous le microscope et ont observé ça, ils nous ont appelés dans l'heure quand ils l'ont reçu. Et il nous dit mais c'est quoi que vous nous envoyez pour de vrai? Je lui dis écoute c'est pucé, on te l'a dit, tu as été intéressé par notre première vidéo, maintenant on est là en termes d'observation. Est-ce que toi tu peux me dire ce que c'est? Il me dit oui, je peux te dire ce que c'est. Ils sont des micropuces, on a fait un zoom ensemble, ou quelques participent aussi. Et il nous a clairement dit que ce sont des micropuces qui peuvent émettre et recevoir des informations tout à fait sans difficulté. Ils nous ont dit les premières fois qu'on a utilisé ces micropuces, c'était dans l'automobile, notamment pour mesurer, capter la pression des pneus. Vous savez que vous avez tous un ordinateur de bord qui vous dit la pression des pneus, s'il y a un pneu qui est dégonflé, parfois même qui déconne un peu, parce que si vous avez un pneu dégonflé, il est capable de dégonfler les 3 suivants, parce qu'il veut équilibrer les choses. C'est arrivé. Donc, n'empêche que ces micropuces-là sont à destination industrielle au départ, pas à destination biologique. Il faut savoir que ces micropuces, elles n'ont pas besoin de batteries, de sources d'énergie pour fonctionner. D'accord? Souvent, c'est on nous reproche, on dit oui, il y aurait des puces, mais donc du coup, comment ça fonctionne? Il faut une source d'énergie, pas du tout. On est sur de l'énergie piézoélectrique. D'accord? Piézoélectrique, le simple fait de bouger, voilà. Ça produit de l'énergie, suffisamment pour ça. La chaleur aussi pourrait être une voie. Par exemple, dans le cas de la roue de la voiture, c'est le fait que la roue roule qui donne l'énergie aux puces pour envoyer le signal jusqu'au tableau de bord, sans qu'il y ait un câble qui relie les deux. D'accord? Donc il n'y a pas besoin de batterie pour faire fonctionner ces puces. Okay? Donc ces puces sont capables de récupérer des informations et de les envoyer à, on va dire, une puce mère qui va les envoyer après à l'extérieur. Sachant qu'on a différents types de puces, on a des petites, des moyennes, des rectangulaires, des carrés et des grosses.
A priori, chaque forme de puce aurait une fonctionnalité différente. On peut supposer plein de choses, hein. Pression artérielle, température, glycémie. Non, on est sur de la haute technologie quand même. On est sur de la très haute technologie. Oui. Et elle, du coup, elle se fixe à un endroit celle-ci ou elle bouge un peu en observation? À 100 micromètres. L'observation, elle ne bouge pas. Nous, quand ils sont dans le flux liquidien, dans le flacon, on les voit bouger avec le flux liquidien parfois, mais souvent elles restent fixes parce qu'elles ont tendance à se fixer sur la lame, alors que le flux liquidien va bouger. Mais ça nous est arrivé de les voir circuler, comme celle qu'on avait qui était rectangulaire avec un anneau et 2 petits points, mais celle-là, elle circulait. Elle était navigante. Après, on ne peut pas en dire beaucoup plus parce qu'effectivement, ça dépasse aussi nos compétences. Mais ce qui est sûr, c'est que ça n'a strictement rien à faire dans ces injections. Bah, là, c'est lunaire. Quand on voit la technologie qu'ils ont mis dans ces vaccins, est-ce qu'on est capable d'évaluer combien de temps il faudrait pour créer cette chose-là? Ils ont 50 ans d'avance, sans problème. Et eux, ils ont dit ça en 2 mois, ils avaient fait ça. Bien sûr, Vous êtes d'accord? Et à un moment, il y a une équation qui ne peut pas le faire. Alors, à partir du moment où un des laboratoires, mais j'ai pas envie de les citer parce que je ne veux pas faire de la promotion pour ces gens-là, a demandé l'autorisation de tester sur des humains, donc de rentrer en phase 1 en fait, du protocole pour tester leur injection, il s'est passé 42 jours. On m'a même informé en off que ça aurait été beaucoup plus rapide. C'est absolument impossible. Il faut des dizaines d'années de recherche pour créer ce genre de technologie. Mélanger du microtechnologique avec du biologique et que tout soit biocompatible, ça demande de sérieuses compétences, de multiples compétences, et c'est pas un seul laboratoire dans son coin qui a créé ça. Les chercheurs nous ont confirmé que ça, c'était certainement un voile biocompatible pour faire en sorte que ces éléments synthétiques soient acceptés par le corps. Ils ne sont pas rejetés. On peut passer à la suivante. Là, on va rentrer dans les observations in vitro. Donc, On prend du sang, on mélange sous microscope et on regarde en temps réel ce qui se passe. Alors pour vous donner une petite... Ça c'est un globule rouge, donc il est parfaitement sphérique. Ça c'est un globule blanc déjà un peu travaillé. tout ça, c'est un seul globule blanc, mais il est déjà compartimenté. Avec 2 vacuoles et sa cohorte de satellites. Tous les petits satellites, ce sont tous les petits points. En fait, ce sont des petits points qui viennent de l'extérieur, qui viennent s'agglomérer. Tout autour du globule blanc. Donc le globule blanc il a des formes, donc s'il est étranger, il le mange. Normal, donc ça fait ça. Ça fait des vacuoles de remplissage, ça fait un globule rouge blanc qui se grossit, c'est normal, il a phagocyté. C'est la phagocytose. Donc ça, c'est une observation tout à fait logique. Mais si on observe un globule blanc qui va absorber ces éléments, ça veut dire qu'en fait, le corps n'en a pas besoin, en tout cas les détecte comme étant des corps étrangers, et que du coup, les globules blancs veulent les éliminer. En général, c'est pas pour notre bien. Quand on a des éléments qui sont absorbés pour être détruits par un globule blanc, c'est bien parce qu'ils doivent être détruits. Alors on nous dit que ce sont des microbilles d'ARN messager qui sont capturés par le globule blanc en vue d'une production d'anticorps. Pourquoi pas, on peut supposer. Hein. On peut supposer que ça puisse être ça. Maintenant on va voir ce que devient ce globule blanc quand même. Parce que normalement, une fois qu'il a coopté le truc et qu'il l'a mangé, qu'il l'a détruit, bon ben, fin de l'histoire. On passe à la suivante. On le voit devenir complètement fou, le globule blanc. Complètement erratique, il se déplace, il fait tout. Ici, nous constatons une transformation des globules blancs. Là aussi, il y en a un Ils autre. grossissent et deviennent complètement erratiques. Ils se déplacent et sont très actifs. Les globules rouges sont respectés, hein. Ils sont d'allure à peu près normale. Là, il faut savoir que cette observation-là, ça doit faire dans les 5 à 10 minutes où on a commencé à injecter le produit. Et très rapidement, les globules blancs sont envahis et un petit peu perdus. En bas, vous allez observer une autre structure. Notez les éléments
périphérique, en suspension, qui sont très très animés par des mouvements de type brownien. Ils se déplacent, on ne sait pas très bien ce qu'ils cherchent. On comprendra par la suite. Tiens, qu'est-ce que c'est? Géant. Je sais pas ce que c'est ça. Moi, c'est la globule mère. C'est d'autres globules non alignés. Il y a de l'idée, ouais. Il y a de l'idée. On va passer à la suivante directement et après on expliquera un petit peu plus. Ne tenez pas compte des globules rouges, hein, parce qu'ils sont effectivement soumis à certaines contraintes. C'est normal qu'ils se déforment autant. C'est pas atypique, et si je prends le sang de n'importe qui, que je le mets sous la main et que j'observe pendant 1 heure quasiment, ou 20 minutes ou une demi-heure, déjà il y a des modifications sensibles qui ont lieu chez les globules rouges, pas chez les globules blancs, qui sont plus résistants. Oui, il y a une question. Quand tu parlais de Sur un temps plus l'information, long. c'est les typicaux qu'on trouve. Les petits picots, oui. Alors là, effectivement, on retrouve des globules rouges avec des petits picots, comme on dit, ça s'appelle des échinocytes. Donc, ce sont des déformations de globules rouges qui peuvent parfois être pathologiques, parfois uniquement liées aux conditions du milieu. Là, ça fait une demi-heure, voire 1 heure qu'on est en train de faire une observation. Donc il faut savoir qu'on a mis les globules rouges sur une lame qui était plutôt froide, que c'est en train de se réchauffer avec la lumière, le microscope, Que ça sur les oxygène. bords, il y a de l'oxygène qui va aller... Et si on les voit au bout de 5 minutes, c'est normal aussi ou pas? on l'observe assez rapidement. Dans les 5 à 10 minutes, on commence à observer quelques globules rouges qui peuvent être déformés comme ça. Il se passe pour eux un vrai choc. Hein. Et pour nous, c'est pas très grave, c'est normal. Ça fait partie de l'observation. Voilà, c'est pas pathologique. Ok, merci. Ok. Je sais que beaucoup de gens se sont penchés là-dessus, hein, et ont fait des commentaires. Nous, pour le moment, en tout cas, on ne peut pas faire de commentaires là-dessus, c'est pas finalement si notre Ce qui nous semble le rouge, ça a une durée de vie de 120 jours. Mm. Donc, au bout de 120 jours, il est remplacé. Ce qui nous semble le plus grave, c'est vraiment sur la lignée des cellules blanches, des globules blancs, où là, on a quelque chose de pas normal. Mais possiblement, c'est intéressant, hein, possiblement. La suivante. Quant à toi, les globules blancs sont transformés avec une substance de nature inconnue et des cils en périphérie de la membrane. Donc on voit que les globules blancs se sont regroupés. Voilà, ils ont fait une masse. D'autres structures vasculaires sont retrouvées indépendamment de toutes cellules et membranes cellulaires. Ça, c'est à part. Hein. Ça, c'est vraiment quelque chose de En très spécifique. prolongeant ces observations dans le temps, nous remarquons d'autres modifications singulières, telles que ces cellules d'aspect dendritique, c'est-à-dire des dépôts et non membranaires. Alors bien sûr, au fur et à mesure du temps, les cellules s'abîment quand même, il faut en tenir compte. Mais on a quand même des éléments atypiques qui apparaissent et pour lesquels on a eu du mal à comprendre et à avoir des explications. Alors on a fait appel à une biologiste universitaire qui nous a dit que possiblement ces cellules, ces petites cellules comme ça, un petit peu en étoile, ça pouvait être des plaquettes activées. Dans votre sang circulent des plaquettes qui sont là pour coaguler en cas de besoin, notamment boucher des petites lésions intravasculaires, et que ces plaquettes, lorsqu'elles sont en temps normal, ne sont pas activées, on les voit parfois sur du sang ordinaire, elles sont tout à fait de taille normale, sans aspect en étoile. Et lorsqu'elles sont sollicitées pour être amenées à boucher une lésion vasculaire, elles se transformeraient en cellules comme ça, en petites cellules en étoile. On le verra plus tard. On verra plus tard. Voilà, pour envoyer cette vidéo. Alors toujours avec le temps, on observe que la masse grossit. Donc là, c'est entre 2 et 3 heures plus tard. Une autre observation nous montre un amas conséquent de cellules qui semblent fusionner entre elles. Et le bord de cette même cellule, de cette gigacellule, est constitué de cils. Vous voyez l'activité intracellulaire, ainsi que les cils qui sont dans le bordure de paroi. Donc les globules rouges sont pas très très abîmés, mais avec le temps, on L'ensemble se dit, des cellules c'est normal. présentes sur cette masse semble fusionner. Il n'y a plus de parois cellulaires distinctes.
On voit là les cils en bordure de ce masse. Ça ressemble à des cils vibratoires, en tout cas, c'est ça nous a énormément interpellés. Alors, cette vidéo est sortie donc au mois de décembre, le 10 décembre. Oui, on l'a observé quelques semaines, quelques mois avant, peut-être en octobre, septembre-octobre, et en tout cas, effectivement, on a sorti le film le 10 décembre. Au mois de janvier, nous avons Nexus qui nous apprend que cette capacité des protéines SPAC à faire fusionner des cellules entre elles et à générer des cellules géantes à plusieurs noyaux a de graves conséquences. Il cite aussi la fusion cellulaire, mais intertissulaire. C'est-à-dire que même des tissus du réseau lymphatique ou du réseau immunitaire sont capables de fusionner avec des cellules cardiaques ou des cellules hépatiques. C'est magnifique. Magnifique. Je vous lis la suite parce que c'est vraiment un élément de compréhension très important. Plus problématique encore, non seulement les cellules fusionnent sous l'effet de la spike lorsqu'elles appartiennent au même tissu, muscles, vaisseaux sanguins, cellules immunitaires, là on est sur une fusion de cellules immunitaires, mais elles peuvent aussi fusionner avec des cellules de tissus éloignés. Ainsi, des cellules du foie peuvent fusionner avec des cellules immunitaires ou des neurones avec des cellules gliales, aboutissant à la production de cellules complètement anormales. Ces cellules chimériques peuvent aussi entraîner des malformations chromosomiques générant des cancers. Je ne dis pas la suite, mais ça donne le tableau. On est sur quelque chose d'extrêmement anormal. Et ça, on l'obtient au bout de 2 heures. Comment se fait-il que l'Agence européenne du médicament, l'Agence nationale de la santé et du médicament en France, la NSM, ait autorisé ces fioles sans avoir observé les effets sur les tissus biologiques? Une question, vous avez essayé plusieurs fioles différentes ou à chaque fois c'est toujours la même? Non, là vous êtes sur l'injection génique numéro 1. Oui, mais par exemple, par rapport au numéro 1, est-ce que vous avez pris plusieurs numéros 1, donc plusieurs de la même marque? Ah, on a essayé en tout 12 ou 13 fioles. Des lots différents aussi. Des lots différents. Des périodes différentes dans l'année, donc on avait des... On avait des boosters, bref. Effectivement, on a essayé sur différentes périodes, avec différentes marques et avec différents types de sang, parce que du coup on a testé sur plusieurs personnes pour voir si les antécédents d'une personne ne pouvaient pas interférer. Et vous avez vu la différence en fonction des fioles ou des périodes dans l'année? On n'a pas, enfin moi j'ai pas besoin d'aller beaucoup plus loin. Après ça relève de la science pure. Et je demanderais bien volontiers aux scientifiques de faire ce travail. Il faudrait des centaines d'observations avec des centaines et des centaines de personnes différentes, avec différents types peut-être aussi de... Est-ce que vous avez trouvé aussi des fioles entre guillemets normales dans lesquelles vous n'avez rien vu? Parce qu'il y a eu des bruits, assez beau. On y a cru au début, hein. Notamment quand j'ai regardé AstraZeneca qui était très cristallin. C'est vraiment le problème, c'est qu'AstraZeneca, quand on le regarde avec du sang, c'est sensiblement ce résultat-là. Non, si effectivement, si quelqu'un un jour trouve un flacon placebo non ouvert, on est preneur de l'observer. Et de l'observer même sous huissier. On n'en a pas trouvé un seul. Donc peut-être qu'il y en a eu au tout début, c'est possible, c'est probable. Peut-être qu'ils ont été distribués à certaines catégories de personnes, ça je dis rien. En tout cas, nous on n'en a pas observé. Disons qu'il y en a qui aiment bien faire voir l'épaule. Comment ça? Vous avez aussi comparé avec les réactions des anciens vaccins, quand on injecte des anciens vaccins dans un... Oui. Alors là on ne le fait pas apparaître. Vous avez tout ça, en fait je vous dis de suite, vous avez tout ça sur clé USB ici. Hein. Mais oui, on l'a fait avec 4 autres vaccins classiques, dans lesquels on n'a pas trouvé ces éléments du tout. On a eu des doutes, certains doutes sur la grippe. Oui, c'est ça. Alors ce qu'on a observé, c'est vraiment uniquement les vaccins purs, 4 vaccins classiques. Effectivement, il y a la grippe, il y a le TTP, il y en a 4. On a des on n'a pas passé des heures et des heures dessus pour savoir les interactions, machin. Ce n'est pas le sujet, en fait, notre sujet principal. Ce qu'on voulait montrer, ce qu'on voulait juste effectivement montrer au grand public, c'est que dans les vaccins classiques tels qu'on les connaît, en l'observation du vaccin pur, il n'y a pas d'éléments qui nous semblent vraiment très anormaux. D'accord. Maintenant, après, si d'autres veulent se lancer dans l'étude poussée des vaccins qui existent sur le marché, ils peuvent. Mais ça n'a strictement rien à voir avec les 4 injections anti-Covid, telles qu'on peut les voir aujourd'hui ici. On peut passer à la suivante. Merci.
Donc là, on est in vitro, mais on utilise une coloration pour faire des frottis sanguins. Vous allez voir. Cette coloration s'appelle le Clodum vagensa, elle a plus de 70-80 ans d'expérience, elle fait encore référence pour les biologistes et pour les anatomopathologistes. Donc c'est une coloration que je maîtrisais, il était plus qu'évident, j'allais passer par là. Pour obtenir ces colorants qui sont soumis à certaines conditions, il a fallu qu'on passe par les vétérinaires. Certains vétérinaires font partie de notre équipe et ont réussi à avoir ces colorants assez facilement, alors que pour nous c'était complètement impossible. Donc quand on l'a eu, on était très content parce que là je sentais qu'il y avait moyen de faire quelque chose de scientifique. On peut y aller. Les globules rouges apparaissent en rouge rosé, les globules blancs en violet bleu. Voici la coloration d'un frottis sanguin d'une personne non injectée. En rose, nous observons ici les globules rouges. Leur forme est plus ou moins circulaire. Cette coloration permet de différencier les différents types de globules blancs. Ici, un macrophage. Un peu plus loin, des polynucléaires. Parce qu'ils ont plusieurs noyaux. Ceux de nous. Enfin, nous pouvons observer ici un lymphocyte. Ceux qui vont fabriquer les anticorps. C'est mon sang, d'ailleurs, en l'occurrence. Bonne santé. Ça va. Oui, les globules blancs. Sur un frottis sanguin, nous pouvons observer des globules rouges, différents types de globules blancs, et parfois quelques plaquettes. Les baquettes, on n'en a pas trop vu ici, mais il y en a quelques-unes qui sont petites. On les voit, mais elles sont tellement minuscules, on les a même Serrées, pas très mentionnées. petites. En tout cas, ça reste vraiment très très petit une plaquette. La plaquette, ça vient d'une mégacellule qui va exploser naturellement pour faire plein de petits morceaux. Et ce sont ces petits morceaux-là qui vont être efficaces pour la coagulation. Donc là, ça vous a permis de voir ce qu'on doit constater normalement dans un sang d'une personne non injectée quand on le colore au MGG. On va observer maintenant ce que ça donne avec les injections. Aïe, Et là, ça fait peur. Ça fait mal. ça fait mal. Toujours in vitro donc. Hein. Ça a été très très dur pour nous. Non seulement des globules blancs, Tous regroupés. substances, ici colorées en rose. Nous retrouvons ces mêmes éléments à plusieurs reprises. En augmentant encore le grossissement, nous retrouvons ces mêmes éléments avec les globules blancs, ici colorés en violet, noyés dans une masse. Noyés dans les masses. Donc les roses, c'est les blancs. Oui, rose et violet sont les blancs, tout à fait. Enfin, Oui, ils ont perdu Ouais, la vous avez société. respecté la proportion de vaccins que vous avez mis dans le sang la Non. sur les- Non, on ne l'a pas respecté. Mais c'est tout à fait pertinent. Effectivement. C'est un des biais qu'on a en méthodologie, c'en est un. On est d'accord. La couleur, elle n'est pas la même pour les rouges. Les rouges sont rosés, alors là, effectivement, quand on était sur du sang un peu vieilli, Oui, les ça globules joue ont pas. tellement enflé que. Bon, Ça joue pas. ça joue pas. Ok. On a une autre vidéo où on a une coloration. On n'a pas mis la vidéo de la toile d'araignée? Je suis pas sûr. Peut-être sur un. Je suis pas sûr. On va la retrouver dans les clés. Vous avez un aspect comme ça en toile d'araignée, vous avez les globules blancs, les globules rouges. Bon, les globules blancs sont regroupés par endroits, les globules rouges qui sont développés un peu de façon éparse, et vous avez une espèce de comme une toile d'araignée qui recouvre tout ça. Où il y a quelque chose qui s'est coloré, une substance qui s'est colorée, on ne sait pas ce que c'est, et qui a pris comme ça tout le champ optique en aspect de toile d'araignée. Mais ça, même ça, je ne sais pas ce que ça fait là. On ne peut même pas l'expliquer. Donc, pour moi, ça s'arrête là. Là, ce qui est évident, c'est qu'en fait, normalement, on est censé avoir des globules blancs qui vont être disséminés partout de manière à peu près, on va dire, homogène. D'accord. Là, on a tout de rassemblé et avec cette sorte de masse violet clair qui les emprisonne. Alors, comme c'est une méthode in vitro, on peut me reprocher beaucoup de choses sur le plan de méthodologie et vous auriez raison. C'est pour ça que je dis que ça n'a aucune valeur scientifique. Entièrement d'accord. Moi, je n'ai fait qu'observer. Donc toujours pareil, en mélangeant du sang avec le produit magique, et on colore. On attend quelques instants et on colore. Nombre indéniable de cellules d'aspect monotype. Qu'est-ce que c'est ça? Ici, coloré violet. Comment tu reposes, c'est quoi maintenant? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ces points violets qui ressembleraient possiblement à des plaquettes, mais il y en a beaucoup. Elles sont regroupées.
C'est que les plaquettes qui sont avancées. Là, Et les blancs, plus loin, là. Ça, Ils sont là. Ah, regarde là. Là. Super. Ouais, mais ils sont pas. Ils sont rares. Ils sont rares quand parce que bien souvent ils sont regroupés. Il faut passer à la suivante. On dirait que ça sort d'arriver, justement. Alors ils ont un aspect comme ça dendritique. C'est-à-dire que en fait, ça ressemble à des cellules dendritiques, ce sont des cellules de l'immunité qui sont dans la peau mais qui n'ont rien à faire dans le sang. Mais c'est même pas ça. On a cru au début que c'est ça, et en fait c'est pas ça. La biologiste nous a dit non, ça ce sont des plaquettes activées. Le problème, c'est que normalement, une plaquette elle s'active uniquement quand il y a une lésion interne pour pouvoir réparer la blessure et colmater la blessure. Bouche trop. Là, on est in vitro. La suite de cette observation nous indique le groupe entouré de quelques structures géométriques. On les retrouve. On les retrouve. Cette cellule colorée en violet laisse penser qu'il s'agit d'un globule blanc. Il est lui-même entouré de structures géométriques. Voilà. Ne me posez pas de questions, je ne sais rien. J'en sais rien. Il ne faut pas faire de commentaires là-dessus, mis à part que. C'est peut-être un biais d'observation, c'est peut-être ce qu'on veut. Voilà. Bon, on va vous montrer ce que c'est que du sang ordinaire, donc une personne non injectée, sans coloration. Donc là, on est in vivo. Maintenant, on est passé sur la troisième partie. Donc chez les personnes, on prend uniquement une goutte de sang et on observe en instantané le sang frais. Donc il est vivant, il bouge encore. Il y a les globules qui vont bouger. C'est Pierrette, ça. C'est Marie-Pierre. Notre super ami. Gilet jaune. Avec un comme ça. Ouais. Elle va être contente. Qui était contente comme tout à participer à cette observation. Donc là, on peut voir vraiment les globules rouges qui sont l'aspect biconcave, plus ou moins circulaire, en tout cas une belle forme. Écrasés dans leur centre parce qu'il n'y a pas de noyau. Hein. Dans un globule rouge, il n'y a pas de noyau. Ça lui permet de voyager, d'être souple. C'est pour ça qu'ils sont aplatis. Et on avait quelques globules blancs, notamment ici et ici, qui ont un aspect assez rond et qui ont une taille à peine plus grosse qu'un globule rouge. D'accord ? Ça, c'est la normalité. Maintenant, on va voir ce qu'on observe chez les personnes qui ont reçu ces ING. Alors ça, c'est la première patiente qui est arrivée, qu'on a regardée. J'ai recommencé 3 fois mes observations parce que j'étais persuadé de voir autre chose. On peut envoyer. Vous avez l'aspect ici d'un globule blanc, un deuxième et un troisième globule blanc qui est un peu plus en bas qu'on va voir par la suite. Et regardez la taille du globule blanc, l'aspect, le cloisonnement interne et l'activité qui y règne. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça fait? Je ne sais pas. C'est censé faire quoi ça? Aucune idée. Voilà. Du point de vue d'une formule sanguine, on le revoit assez rapidement. J'ai eu la chance d'avoir un patient qui a été injecté et à qui j'avais fait une prise de sang avant injection et après injection. Il y a un effondrement des globules blancs en quantité. Un effondrement. Et c'était même admis par les laboratoires. Ça provoque quoi? Une baisse de l'immunité de façon acquise, un syndrome immunodéficient acquis. Est-ce que là, quand vous avez marqué les points sur les globules rouges, est-ce que c'est les fameux picots ou c'est autre chose? Quel point? Il y avait ça sont des déformations des hématies qui existent très régulièrement. D'accord, parce qu'il y avait une flèche en marquant pointe sur le globule. Parce qu'au départ, ça vient un peu surpris tout ça. Cette modification même. On ne sait pas si c'est naturel, si c'est lié à. Est-ce que c'est en lien avec les picots qu'on a vu sur les autres photos ou c'est différent? Non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est pas tout à fait la même chose. Et là, on a observé des déformations un peu particulières, des fois un petit peu pointues, des fois un petit peu polylobées. Oui, effectivement, ça nous a troublés parce qu'on n'a pas l'habitude de voir ça. Ou alors après vraiment une demi-heure d'observation, on va voir ce genre de choses. Par exemple, là, on était il y a 3 qui s'encadrent un peu en mode losange aussi. Ouais, alors nid d'abeille, on en parlait hier avec Jeanne Bauer. On en parlait hier, et il nous disait que bon, ça il le relevait chez des gens non injectés, que ça avait peut-être une étiologie, donc une origine hépatique, mais pas du tout en lien avec les injections. Quoi qu'il en soit, là c'est une légère déformation et on n'est pas plus inquiet que ça. On est très inquiet quand on observe ça. On n'a plus des globules blancs qui sont ronds et on a des tailles, des formats qui sont absolument gigantesques. Oui. Et encore je dis gigantesques, mais on a bien pire plus tard. Baisse immunitaire de façon acquise, ça veut dire définitive? Non, pas forcément. On peut pas le savoir. Mais dose après dose,
on peut se douter que ça fatigue. Ce qui est certain, c'est que chaque dose va Là, inclure la les problématique. observations que vous avez faites, c'était combien de temps après l'injection? Ah, là, c'est une patiente qui a été injectée il y a au moins 4 mois. Ça faisait quelques mois, 3-4 mois. 3-4 mois. On verra d'autres vidéos où les patients ont été injectés 1 an après. C'est pas mieux. Ça y est encore. C'est plus le temps. Il y a beaucoup de pathologies atypiques. Et on touche choper le Covid après injection. Et pas qu'une fois. Et on comprend pourquoi. Et quand on leur fait signaler, mais attends, t'as 3 doses, ça fait combien de Covid? 3 fois. Ouais, d'accord. Sans compter tous les à côté. Pathologie atypique, les médecins cherchent, mais ne comprennent pas. On va passer à la suite. On en parlera après. On en parlera après. Corentin, bien sûr, c'est pas son vrai prénom. 32 ans, sportif, boxeur. C'est assez précis. Double injection. Incapable de faire 200 mètres. C'est bien. Il a eu une problématique cardiaque avec un trouble du rythme cardiaque qui a été traité par traitement habituel, tout ce qui est bêta-bloquant. Donc regardez la masse, la taille que ça fait, ça prend tout le champ optique. Les globules rouges ne ressemblent plus à rien, les globules blancs sont... On fait varier la lumière pour avoir quelques contrastes. Ah ouais, là c'est bon. Oui, c'est joli. Mais c'est très haricot. On a un copain qui nous a Il y a quelques éléments qui sont réfringents et qui pourraient être de l'ordre du minéral. D'accord? Ou en tout cas, c'est pas biologique, ça semble pas biologique. Bon, on notera les transformations et modifications des globules rouges qui sont... Donc là, on voit qu'il y a une circulation, mais qu'elle se fait très très lentement, comme si on avait du magma. C'est très très lent. Ça circule plus, c'est plus fluide. C'est en extemporané, c'est-à-dire qu'on met la goutte et on regarde de suite. On n'attend pas 30 minutes. Là aussi, on a une nouvelle agglomération d'éléments qu'on ne peut absolument pas déterminer C'est pas du la globulien. nature. Ça pourrait, comme ça pourrait être de la plaquette. Ça pourrait être des plaquettes là, pour le coup, mais on n'en est pas du tout sûr. Alors à l'époque, j'avais pas mes colorants, j'ai pas pu colorer celui-ci. Il y a dans la littérature aussi, il y a d'autres chercheurs qui ont trouvé la présence de certains types de champignons qui ressemblent à ce genre de structure. Donc on ne peut pas savoir précisément ce que c'est. Et du coup, sur le microscope à 1 million d'euros, on pourrait savoir si c'est des paquets ou pas, j'imagine. J'ose à peine répondre à cette question-là parce que quelques chercheurs qui ont des microscopes à 1 million d'euros, ils n'ont pas beaucoup mis. Certains ont été sollicités et puis ont voté en touche. Bah oui. Qui c'est qui les a financés? Non, il faut savoir que honnêtement, nous, on a fait toutes ces observations depuis 1 an. C'est dur. Le soir, on n'endort pas. On a toutes nos familles qui sont injectées, ou une bonne partie. Ça fait peur. C'est compliqué. Il y a forcément des peurs. Même si, bon, après nous, on va dire qu'on est vaccinés contre la peur, avec tout ce qu'ils nous ont fait subir avant. Mais il faut savoir qu'effectivement, beaucoup de gens qui soient spécialistes ou qui pourraient nous apporter des solutions, des réponses, ont encore une peur extrême. Une peur sur leur personne, mais aussi une peur de perdre leur réputation, leur avancement dans leur entreprise, ou un licenciement, donc c'est très compliqué, on ne peut pas leur en vouloir non plus, mais honnêtement que depuis 2 ans, on est personne, quasiment personne, qui en France ne fasse les mêmes travaux et ne les expose, c'est pas normal. C'est pas normal. Il y a des universitaires, il y a il y a des laboratoires indépendants, c'est pas normal que personne n'arrive à Henri Aucote qui est quand même là-dedans, elle ne peut pas faire, qui connaît quand même du monde, quand même, pas soi-disant célèbre vraiment là-dedans. Alors, tu l'as contacté ou... la troisième. Je lui ai envoyé un mail il y a plus d'1 an, je lui ai envoyé un mail il y a plus de 6 mois, j'ai jamais eu de réponse. À qui, pardon? Alexandra Marion Code, j'ai pu rentrer en contact avec elle il y a à peu près 1 mois, 3 semaines. Elle était très en colère contre moi. Oui, parce qu'elle nous soupçonnait d'être responsable de certains documents. Mais bon, d'être responsable de certains documents, alors c'est pas du tout notre fait.
Mais en tout cas, le fait qu'il y ait eu une polémique le jour de la sortie de son nouveau livre sur l'ARN messager, donc sur les réseaux sociaux, il y a eu une polémique parce qu'il y avait des documents qui circulaient sur elle et sur sa famille, que j'ai relayé parce que moi je relaie les informations qui me semblent pertinentes. Quoi qu'il en soit, il y a un doute, et donc voilà, sans vouloir faire de mal à personne, j'ai relayé à quelques personnes autour de moi. Mais c'est vite parti sur des réseaux, sur des hautes sphères, et donc du coup, Alexandra Young-Claude est entrée en contact avec moi sur Telegram. D'abord un petit peu pour m'engueuler, et puis finalement, moi j'ai dit, regardez nos travaux. Nous avons Nextdose 1, Nextdose 2, regardez-les, dites-nous ce que vous en pensez. Donc elle a regardé nos vidéos. Le seul commentaire que j'ai vu par la suite, c'était magnifique. Elle a enchaîné sur autre chose. On attend la suite. J'espère qu'il y aura Elle nous a contacté, d'autres échanges. Elle a l'air de vouloir s'intéresser un petit peu. Donc on lui à a ce donné genre les de coordonnées travaux. de nos scientifiques pour qu'ils communiquent l'un avec les autres pour échanger. Je ne veux pas la critiquer plus que ça. C'est une personne que je respecte beaucoup pour ce qu'elle a révélé depuis le début de la vaccination, entre guillemets. Son engagement. Parce qu'elle s'est toujours engagée contre la vaccination. Après qu'il y ait des bibis... Que son domaine de compétence soit l'ARN messager, qu'elle se centrait que sur ça, je le comprends. Maintenant, quand on a des révélations, quand on montre des choses comme ce qu'on montre, il me semble qu'elle se doit au moins d'aller gratter un petit peu ou d'aller contacter des amis, des collègues, des proches autour d'elle. Elle y Et je viendra, pense, c'est pas si simple que ça. et je pense qu'elle est déjà dans cette démarche, mais c'est très compliqué. Nous avons sollicité, Sébastien a sollicité le professeur Pierron, ça a été un petit peu la même histoire. Lui, il veut rester dans son domaine de compétences. Mais c'est pas pour ça qu'ils ne sont pas fermés. Ils ont conscience de ce qui se passe. Ils ont entendu ce qu'on leur a transmis. Maintenant, les cartes sont dans leurs mains. Puis, il y a une scientifique avec qui on est en relation qui nous a dit quand même vous êtes particulièrement culottés. Donc on sait bien que quelque part on leur botte un petit peu derrière et qu'ils ont une certaine fierté et que effectivement moi simple infirmier, toi naturopathe, montrer ça. Pardon? On nous a C'est ça. C'est ça l'idée. On nous a dit texto, vous êtes rentré dans la cour des grands par la petite porte. Vous êtes culottés. Et vous êtes culotté. Effectivement, c'est un gros coup de pied de la fourmilière. Sauf que, encore une fois, ça fait 2 ans que les injections ont commencé à avoir lieu. Il faut qu'il y ait des gens qui révèlent quand même le contenu de ces injections et au moins ce que ça, les problématiques que l'on rencontre. Bon, il y a les grands font pas leur boulot, donc faut... Eh bien voilà, c'est pas grave. Je peux vous poser une question. Est-ce que vous avez étudié les personnes contaminées, le sang de personnes On y contaminées? viendra après. Non, mais qui ont vaccinées donc, et qui auraient suivi un traitement dioxyde de chlore par exemple pour voir ce que ça a pu donner. On Non, en parlera après ça. non. On a eu un cas particulier, mais non, parce que ça demande beaucoup de temps tout Oui, ça. non, mais c'était pour savoir. Mais on n'a pas eu l'occasion de se pencher là-dessus. Alors voilà, la petite Marie, 28 ans, 3 injections géniques. Voilà ce qu'on retrouve dans son sang. Alors, j'ai fait voir ça à des médecins, ils m'ont dit qu'elle a été déménagée en zone tropicale ou bien. C'est une photo Ça veut dire que les globules rouges, elles ne circulent plus non plus. Alors là, ils sont un peu inertes. Après, circuler ou pas, on est sur une lamelle. Hein. Ça va moins bien circuler. Ça circule moins bien, mais c'est surtout ces éléments filaires bleus transparents, C'est un Moderna, celui-là. en ruban. Qu'est-ce qu'elle avait eu à 3 injections, on avait 2 plus 1. Je sais plus ce qu'elle avait eu. C'est Pfizer. Ah, c'est Pfizer. Bon, on a le droit de mélanger. C'est à cause de ça que les thanatopracteurs tirent. Alors, c'est probablement ça. Je sais pas. Il faudrait que ce qu'ils ont tiré du sang, ils le fassent analyser au microscope. On se pose la question. Sinon, la patiente se portait bien. Hein. Ah oui. Bizarrement, la patiente se portait bien, mais c'est une personne tout à fait normale. Elle se porte toujours bien? A priori, oui. A priori, oui. Toutes ces vidéos ont été montrées aux patients pour qu'eux-mêmes puissent s'en saisir. Et puis, aller demander au médecin, expliquez-moi. Personne ne l'a fait. Vous avez remarqué l'opposition et le déni. L'ego ou pas? Ou pas? La peur? Micropuce? La culpabilité de s'être trompé. Aussi.
Et les conseils de déposer une plainte contre la personne qui les a injectés. Alors c'est pas forcément ce qu'on veut parce que Oui, mais eux, pour eux, oui. pour que ça puisse sortir. Il faut savoir que même les soignants se sont fait duper dans cette histoire et un bon nombre d'entre eux se sont réellement fait injecter cette soupe. Le plus important, c'est qu'il y ait une prise de conscience collective et que les personnes comme vous, qui avez conscience maintenant de ça, incitez les personnes qui ont des effets indésirables à les faire remonter au centre de pharmacovigilance, à les déclarer. Il faut qu'il y ait des déclarations au centre de pharmacovigilance. Logiquement, les médecins sont censés le faire automatiquement. Ce n'est pas eux à déclarer l'imputabilité d'une pathologie avec le vaccin. C'est au centre de pharmacovigilance à prouver l'imputabilité. Alors ces éléments-là, on va continuer parce que c'est d'autres groupes qui aussi du choses. Ouais, on est un petit peu là pour curieuse. Voilà. Pour finir, il y en a là un homme de 80 ans avec 3 doses. C'est du sang frais qu'on regarde. Et on va retrouver ces éléments donc dans des tiques ou des plaquettes ou je sais pas, a priori ce qu'on appelle des plaquettes. En quantité phénoménale. J'ai été plusieurs fois. Nous relevons la présence de cellules d'aspect pneumatique en quantité. Alors, les globules sont un peu déformés parce qu'ils ont été pris dans un tube à essai, donc ça les fait un peu souffrir, on le sait. Voilà, vous avez des petits cils qui bougent partout. Les globules, on va les chercher. Voilà, et regardez l'allure. Regardez l'allure avec la queue. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Ça se détache pas? Non, ça ne se détache pas. Une grosse activité intérieure. Avec tous les petits points. Notez la quantité considérable de cellules d'aspect pneumatique qui circulent. C'est fini? Non, il en reste encore. Ah, il en reste une parce qu'il faut qu'on fasse une petite transition. Oui, c'est la dernière. Jeune homme de 19 ans, enfin 21 ans, on a marqué 21 ans pour semer un peu le trouble. En fait, il a 19 ans. Doublement injecté. On va retrouver des éléments comme ça, filiformes. Il s'agit d'un homme, 21 ans, 2 doses. On observe son sang frais, son grossissement x400. On retrouve un très long filament. Ici, un très faible grossissement, x100. On peut mesurer l'ensemble de ce filament. Vous voyez la taille des globules rouges et la taille du filament. Plusieurs centaines de micromètres. Et regardez la pointe, la fin de ce filament. L'extrémité de ce filament semble brisée. Alors c'est pas vraiment brisé, mais en tout cas il y a souvent cette forme de crochet à la fin. Ces filaments-là, on les retrouve au départ, on en a trouvé beaucoup chez les injectés, et maintenant on commence à les retrouver aussi chez les gens qui ne sont pas injectés. Moi j'en ai. Et c'est là où on passe la main à mes collègues qui ont un peu plus travaillé le sujet. Alors après, comment ça se pose des questions vraiment intéressantes. Juste avant, il y avait une question sur le CDS, c'est ça? Oui. C'était vous. Donc nous on a fait une conférence avec Andreas Kalker pendant plus de 3 heures sur le sujet du CDS. Donc c'est une des personnes les plus réputées sur le domaine. C'est quoi le CDS? Donc c'est le dioxyde de chlore. Le dioxyde de chlore, ça a l'air d'être un traitement très intéressant pour soigner les personnes qui ont eu des Covid lourds ou des Covid longs. Et il l'utilise aussi suite à des personnes qui ont des effets indésirables après la vaccination. Il l'utilise notamment pour son effet antioxydant et cela permet de réduire certains symptômes. En revanche, ce qui nous a confirmé, c'est que si ces filaments sont du graphène, ce qui est fortement probable, le dioxyde de chlore ne supprime pas le graphène. En tout cas, nous avons fait quelques observations avant, après traitement. On n'a observé absolument aucun changement. Et lui nous l'a confirmé, ça n'est pas le but. Ça aurait une action sur la protéine spike, sur la nocivité de la protéine spike. C'est tout ce que je voulais rajouter là-dessus. Vous n'êtes pas obligé de répondre tout de suite, mais peut-être plus tard. Quelle va être la conséquence de ça chez les personnes qui ont ça? 20% de surmortalité. Au jour d'aujourd'hui, là, on est au niveau européen à 20% d'excès de mortalité. En France, l'INSEE a publié en janvier les données pour la France, on est à 9,8% d'excès de mortalité. Par rapport à l'année précédente. Quand on regarde les données, en septembre, on avait 1600 morts par jour. En octobre, on avait 1800 morts par jour. Et en décembre, on tombe à 2100 morts par jour. Donc on a
sorte de courbe exponentielle. Donc c'est de plus en plus visible. Vous entendez les pompiers, vous entendez tout ça dans la ville de plus en plus fréquemment. S'il y a des pompiers.